On va terminer avec la vie rêvée. Voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça incite pas forcément à l'optimisme béat. Et pour beaucoup, s'en éloigner, partez pas. Et peut-être une solution via la quête d'une vie rêvée, imaginaire, voire fantasmée ou fictionnelle. On va prendre le large, justement, en jouant, en voyageant et en s'émerveillant. Alors lui, il incarne des regards croisés, lui tout seul, fort de ses multiples expériences et de son parcours. Et son analyse de cette vie rêvée va nous ouvrir des horizons dans la culture, les médias, la santé ou encore la société. Stéphane Roussel est avec nous, merci de l'applaudir. Il nous rejoint sur cette scène pour clore cette belle et riche journée. Merci Stéphane d'être avec nous. Je me décale du coup puisque nous allons être 4 sur cette scène. Installez-vous à mes côtés, Stéphane, et merci d'être là. C'est une fidèle, avant d'être mon amie, c'était quelque part ma chef lorsqu'elle dirigeait la rédaction des Échos. Et en créant le supplément Série Limitée, elle a révélé à tous son sens du goût, et de la délicatesse et de l'excellence. Et Axel Gans, Christophe Victor et même Jean-Baptiste Colbert en savent quelque chose. Bénédicte Épinay est avec nous. Monte et viens nous rejoindre, Bénédicte. Je t'en prie, installe-toi. Alors lui, il a un parcours, comme la plupart d'ailleurs de tous nos invités, un parcours de passionné, un parcours sans faute après avoir pris de la hauteur pour feu la compagnie aérienne Paname. C'est sur la terre ferme qu'il a rejoint une autre entreprise et c'est sur des rails depuis bientôt 30 ans. Le voilà sur les rails du succès justement. Allez, en voiture s'il vous plaît pour la vie rêvée avec monsieur Yann Guézenec. Yann, merci d'être là, toi aussi. Alors, on parle de cette vie rêvée, de cette vie imaginaire, de ce moyen de s'évader, d'une expérience virtuelle, réelle. Stéphane Roussel, on a toujours vécu ça un petit peu, cette bascule, cet équilibre entre le rêve, la réalité. Ça s'est un peu accéléré quand même avec le Covid. Hein. Oui. Il va fonctionner. Oui, alors pour le bien des personnes qui ont les moyens financiers et culturels pour jouer avec ça, et puis pour le mal des autres, le Covid a été révélateur là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a deux manières d'avoir une vie rêvée. C'est d'avoir une vie rêvée, c'est-à-dire d'accomplir dans sa vie les rêves qu'on avait enfant, et puis l'autre, c'est de la créer parce qu'on ne l'a pas. Alors, c'est pas aussi simple, parce qu'on peut avoir une vie fantastique dans le physique, et puis de vouloir aussi être comblé dans le virtuel. Tout ça, c'est évidemment plein de nuances. En tout cas, on a le choix. Et le choix, c'est à la fois extraordinaire, encore une fois, pour ceux qui savent manager leur temps et qui ont le luxe de pouvoir le faire, et c'est l'horreur pour ceux qui ne peuvent pas. Alors, dans tout ça, je peux commencer par plusieurs expériences, mais si on commence par la plus facile à expliquer, sur les jeux vidéo, effectivement, j'étais PDG de Gameloft. Ce qui est intéressant sociologiquement, c'est de voir que il y a tout type de... On croit toujours que c'est des geeks. Alors oui, il y a les jeunes qui s'évadent parce que le monde qu'ils vivent ne les satisfait pas. Il y en a, effectivement. Il y en a à l'excès, parfois. Mais il y a aussi, on ne le dit pas assez, mais il y a plein d'Américaines de 30-35 ans qui utilisent beaucoup d'argent pour aller dans le monde merveilleux de Disney virtuellement, qui sont mères de famille. Donc, cette évasion d'aller essayer de trouver des émotions ailleurs que dans sa vie réelle, encore une fois, c'est peut-être un loisir de plus, il faut le prendre comme ça. Et il ne faut pas que ça soit le loisir unique, puisque, encore une fois, ça peut amener aussi, quand on retombe dans la réalité, dans la vie réelle, à des attitudes qui ne sont pas contrôlées. Donc, plus dur sera la chute, hein, c'est oui, et il faut savoir faire la part des choses. Alors voilà, ça c'est mon angle Gameloft. Si je prends l'opposé, l'hôpital américain, le Covid a été extraordinairement injuste, parce que effectivement, tout le monde le sait, hein, ceux qui étaient malheureusement, il y a certaines personnes qui l'ont vécu comme étant très dur, et pour de bonnes raisons, parce qu'elles vivaient dans des endroits exigus. Souvent de première ligne, elles devaient faire des kilomètres pour quand même aller travailler. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le taux de mortalité a été énorme pour ces personnes-là. Parce qu'en gros, ils n'avaient pas le choix. On ne le dit pas tant que ça. Et elles n'avaient pas le choix. Il fallait qu'elles travaillent. Et comme ça a été dit, 60% des postes ne sont pas télétravaillables. Et c'est ces personnes-là qui étaient le plus exposées. Alors c'est un bienfait, parce que maintenant, le râteau est pris dans la tête de la société. C'est que
On parle de grandes démissions, mais ces personnes-là, légitimement, veulent bien continuer, mais en étant payées le prix qui aurait dû être payé auparavant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que là, il y a la réalité qui a rejoint, là, pour le coup, ça veut dire que ces personnes, elles n'avaient pas forcément le choix, on le disait, puis peut-être les codes aussi, hein, puisqu'on parle de ces personnes de première ligne, par rapport à cette vie rêvée qu'elles ne pouvaient pas se payer à tous les sens du terme, en fait. Hein. Ah bah oui. Et encore une fois, c'est 60% des personnes qui n'avaient pas le choix. Alors et ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, il y a une pénurie, parle d'une pénurie de médecins, mais d'infirmières. Alors moi, j'ai la chance, à l'hôpital américain, de pouvoir les payer un peu plus, et au prix d'ailleurs qu'on devrait pouvoir les payer, à l'hôpital public. Pas mal d'urgences qui sont fermées, il faut savoir ça, hein, quand même. Bon, les choses se rattrapent, mais trop doucement par rapport... donc voilà. Et puis tous ceux qui travaillent ici dans la grande distribution, tous les métiers difficiles, vont être mieux payés, avec des meilleures conditions de travail, puisque, ça a été dit à un autre moment, ils vont fixer les règles du jeu. Et moi, je veux bien travailler là que si, effectivement... Oui, on passe de la sélection à la séduction, là, le comme on dit. pouvoir a changé. Et aux États-Unis, on parle de grande démission, c'est pire aux États-Unis. Hein. Mais une infirmière, la plupart des infirmières sont en freelance. Parce que, comme ça, elles choisissent. Nouveau lien au travail. À l'hôpital, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, on a ça, oui, ça, non. Ces horaires-là, oui, non. C'est très bien. Ouais. Bon, cette vie rêvée, et puis après, je vais demander aussi à Bénédicte et Yann de la décrypter. Il y a la notion de temps et il y a la notion d'espace aussi. Hein, et on le voit aussi dans les jeux vidéo. Hein, on se retrouve un peu libéré, comme dirait l'autre, hein, c'est ça ? Alors, on a parlé du ici et maintenant. C'est vrai que le leurre, là je reviens plutôt évidemment à tout ce qui s'est passé pendant le télétravail. Effectivement, on s'est aperçu très vite que tout ce qui était information, c'était très bien. Et on y arrivait très très bien. Mieux qu'on le pensait d'ailleurs. Ça a mis à mal la notion de hiérarchie et le besoin absolument de voir les personnes pour qu'elles soient efficaces. Là, on a pris plein la tête. Ça a très bien fonctionné finalement. Par contre, et heureusement, je dirais, tout ce qui est intelligence collective, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc dès qu'il faut créer en commun, alors je l'ai vu sur les jeux vidéo, pour alimenter un jeu, on peut être chez soi. Pour en créer un nouveau, où ça appelle plein de compétences différentes, de designers, développeurs, c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai pour tous les métiers. L'intelligence collective, c'est celle qui va faire la différence. On a même parlé en médecine, il n'y a plus un médecin qui pourra tout seul décréter ce qu'il faut faire. Donc tout l'art, ça va de créer avec le virtuel le plus d'autonomie pour les patients et pour le commun des mortels, si je sors de cet exemple-là, et que les moments de vérité où il y a vraiment besoin de soutien, ceux-là, ils doivent être puissants, intenses, physiques, collectifs. Je sais pas. Donc là, il y a un changement dans le temps et dans l'espace qui est assez radical pour le coup. Ouais, et qui est aussi passionnément excitant. On y reviendra tout à l'heure. Merci en tout cas, Stéphane, d'être avec nous. Bénédicte, merci d'être là. Cette vie rêvée, c'est aussi tout ce que tu promeus, tout ce que tu fais, tout ce que tu accompagnes. Avant de parler de ce qui t'anime, cette beauté dans l'existence, j'ai envie de dire, parle-nous de ce comité Colbert. C'est extraordinaire, toutes ces maisons, en fait. Hein. Alors, le comité Colbert a été créé, c'est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, et qui a été créée en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Garlin. Donc, on est quelques années après la guerre, et Jean-Jacques Garlin, qui est le propriétaire et le nez de sa maison, qui n'appartient pas encore à LVMH, se dit, avec Lucien Lelong, qui était à l'époque grand couturier et président de la Chambre syndicale de la couture, comment est-ce qu'on peut retisser le lien, comment est-ce qu'on peut restaurer le soft power de cette industrie à l'étranger, peu de temps donc après la guerre, recréer ces marchés-là. En dehors des fédérations, parce qu'il existe déjà tout ce tissu de fédérations verticales, professionnelles, mais quelque chose qui soit transversal, horizontal. Ouais. Et donc, il crée cette association, 15 membres fondateurs, des maisons très anciennes comme Baccarat, Christophe, Hermès, Cartier, des maisons plus nouvelles comme Dior, qui a 5 ans d'existence à l'époque. Et puis voilà, et donc la grande nouveauté, c'est, enfin, l'originalité de cette association, c'est le fait d'être tous sur un pied d'égalité. Les grands et les petits, il y a déjà des grands dans l'association, Cartier est déjà un grand, Dior est un tout petit, sur un pied d'égalité. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va fêter l'année prochaine nos 70 ans. Non seulement cette association existe toujours,
Elle s'est renforcée, elle a pris de l'ampleur. On a aujourd'hui 93 maisons parmi les plus grandes, les grands leaders mondiaux de cette industrie sont chez nous. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, on y a associé également les grandes institutions culturelles. Donc on fait front commun avec le Louvre, avec Versailles, avec l'Opéra de Paris, etc., etc. Et en fait, juste une anecdote pour pourquoi s'appelle-t-on Colbert, parce que la question m'est toujours posée par les étudiants devant lesquels j'interviens. Et je m'étonne d'ailleurs très souvent que peu de gens connaissent l'héritage de Jean-Baptiste Colbert, qui était donc le ministre des Finances de Louis XIV. Et je pense que cette industrie, ou le leadership de cette industrie, n'existerait pas si lui n'avait pas eu cette vision d'une économie liée à la culture, pour en faire un royaume fort, puisque c'était la demande de Louis XIV. Comment est-ce que je peux faire pour rendre le royaume fort, qui à l'époque est le plus peuplé mais le plus pauvre. Et donc il a cette idée de génie de dire, si on doit produire en France, il faut qu'on produise des produits de la plus haute qualité. D'où la création des manufactures royales, d'où la création des compagnies maritimes de l'Orient et de la Chine, et puis ce lien très vite avec la culture, la création des académies, c'est Colbert, Académie des Beaux-Arts, Académie de l'Architecture, etc. Le beau aussi, je oui. sais que c'est ce qui nous rassemble tous, en fait. Parce que souvent, on me dit, mais Dior, Vuitton, Hermès, Chanel et le Louvre. Alors déjà, on a tous des métiers d'art. Aller visiter les ateliers de l'Opéra de Paris, c'est magique. Au sous-sol du Louvre, il y a des métiers d'art partout. Donc ce qui nous rassemble, c'est déjà le travail de la main. Et puis la beauté, l'excellence française et la beauté des objets qui sont ainsi créés. Dis-moi, Bénédicte, on parle de vie rêvée, c'est un peu inhérent à l'existence, cette beauté ? Oula, alors c'est pareil, est-ce que vous avez 4 heures Non, mais je veux dire, d'abord, tu as coutume de dire, la première préoccupation, c'est, je parle sous contrôle de Stéphane, c'est survivre. Hein. Alors, quand on regarde l'histoire des civilisations, c'est vrai que la première préoccupation de l'homme, c'est dompter la nature pour survivre. Voilà, et pour s'alimenter, etc. Et puis, dès lors qu'il a assouvi ses besoins primaires, on va dire que tout de suite derrière, c'est comment est-ce que je peux mettre de la beauté dans ma vie. Et donc, voilà. Et ça, on en a des preuves partout dans le monde. J'imagine que vous avez tous été voir les expos Toutankhamon. Voilà. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des civilisations. Ou Lascaux. Hein, ou Lascaux. Voilà. Il y a cette idée de mettre de la beauté dans la vie, de s'entourer d'objets précieux. Alors évidemment, si on est riche, c'est plus facile. Mais voilà. Donc ça, effectivement, cette quête de la beauté, elle est inhérente à l'histoire des civilisations. On va y revenir et on va entrer dans le détail. Merci Bénédicte. Yann, merci d'être avec nous. On se connaît depuis longtemps et tu es un grand voyageur, un grand épicurien aussi. Cette vie rêvée, on parle beaucoup dans l'univers des ressources humaines de l'expérience collaborateur. Comment on va vivre une expérience, comment on va faire vivre une expérience, voir cette symétrie des attentions. On fait vivre une belle expérience au collaborateur et lui aura à cœur de faire vivre une belle expérience au client final. L'expérience. Oui, alors je me suis nourri de plein d'informations cet après-midi, c'était super intéressant. Surtout qu'on parlait du temps des bascules. Et ça me faisait penser simplement à la genèse même de l'Orient Express, et ce fabuleux train en fait qui a démarré à la fin du 19e siècle, en 1883. Et là, en fait, le but, c'était d'aller vite. C'est-à-dire qu'on voulait créer non seulement des voitures qui correspondaient un petit peu à la sophistication des Européens. Alors, je coupe, tiens, petit quiz, mais vous le savez tous. Différence entre voiture et wagon. Qui le sait? Oui. Jean-Michel le sait, ça, forcément. Oui, Sophie? Voilà, exactement. Pour les bestiaux et le fret, et les voitures, c'est pour les. Vous avez gagné un Ricard. Non, voilà. Non, ce que je veux dire simplement pour faire un petit peu la jonction avec le temps des bascules, c'est qu'à l'époque on voulait aller vite, et c'est pour ça qu'on allait, s'appelait Express, il partait vers l'Orient Express, bien sûr. Et puis on a célébré, même les artistes célébraient la vitesse en fait à la fin du 19e siècle, pour ensuite continuer à aller vite. Alors bon, il y a eu les 2 guerres entre temps, et ensuite on a eu l'aérien pour aller vite. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte dans le tourisme en général, on parle du slow travel maintenant. Et si on prend le train, c'est justement pour prendre le temps. Alors qu'en fait, ce train était à l'origine pour aller vite. Aujourd'hui, on prend ce même train
pour prendre le temps justement de découvrir les différentes cultures et pour se rencontrer aussi. La socialisation est très importante à bord des trains et je pense que c'est ça que les passagers recherchent un petit peu. On parlait avec la chef tout à l'heure, Séverine, de cette importance effectivement de la gastronomie et c'est vrai qu'à bord des trains, puisqu'on passe les différents pays à travers lesquels qu'on traverse, on essaie de sourcer véritablement les produits locaux pour justement traduire, voilà, circuit court bien sûr. Et ça c'est la vraie DNA en fait de beaucoup de marques de luxe aujourd'hui, c'est d'être vraiment éco-responsable. C'est pas du greenwashing, c'est vraiment une réalité qui est poussée vraiment très loin. Et j'avais un deuxième commentaire par rapport notamment au post-Covid. C'est vrai qu'on parlait avant beaucoup de voyages organisés, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ultra-personnalisation. Alors merci à la technologie qui aide beaucoup. Effectivement, tout le monde peut être agent de voyage aujourd'hui. Et ça c'est également très frappant en post-Covid pour le coup, où on a vu se développer les privatisations d'hôtels, les privatisations de villas, les privatisations d'îles, parce que les gens, bien évidemment, voulaient rester un petit peu en entre-soi. Et lorsqu'on imaginait des grands hôtels avec 300, 400 chambres, ça existe encore. Aujourd'hui, on prêche effectivement les boutiques hôtels. Et tu sais ça mieux que personne, Frédéric. Ces petits hôtels de charme qu'on va privilégier parce qu'on aura véritablement une culture très locale. Et je crois que ça, c'est la grosse bascule, en fait, en l'espace, vous fêtez 70 ans, cette année, l'Orient Express fête 140 ans. Voilà, donc en l'espace de 140 ans, on a vu cette bascule. Alors, c'est plus lent qu'avant, mais voilà. Donc Yann, ton expérience, c'est 28 ans chez Belmont, hein, le nouveau nom, voilà, puis ça a été racheté par LVMH. Il y a un point qui est intéressant sur cette vie rêvée que tu abordais, hein, c'est la notion de temps. Est-ce que cette vie rêvée aussi, c'est pas, et je demanderai aussi à Stéphane et à Bénédicte, de suspendre le temps et en fait moi, ce qui m'a toujours fasciné, puisque j'ai eu la chance de faire les expériences en question, c'est qu'au-delà du moyen de transport, c'est un voyage en soi, en fait. Le fait de monter dans c'est le voyage qui est... La destination, bien sûr, est importante. Lorsqu'on va à Venise, à Prague, à Budapest ou à Istanbul, bien sûr, la destination est fascinante. Ou Bangkok, Singapour aussi. Ou Bangkok, Singapour, sur notre train qu'on avait en Asie chez Belmont. Mais c'est surtout, en fait, ce temps... de prendre le temps, tout simplement. Et c'est cette magie des trains. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre les trains, mais je souhaite à tout le monde de pouvoir tester ces aventures parce que c'est vraiment exceptionnel. Et le temps de rencontrer les gens. Et ça, en fait, d'une culture à l'autre, ça change. C'est une sorte de petit club dans ce train-là. Et voilà, exactement. C'est un petit club. Et on se retrouve tous avec la même volonté de vivre, en fait, cette expérience un peu particulière. Alors, on parlait tout à l'heure de l'hôpital américain. Effectivement, c'est mieux si on a un petit peu de moyens pour y aller. Ce qui m'a fasciné, moi, dans toutes ces années, en travaillant sur ces trains, puisqu'en fait, Belmont a 7 trains, aussi bien en Asie qu'en Écosse qu'au Pérou, c'est précisément que des gens vont économiser des fois 2-3 ans pour pouvoir se l'offrir. C'est vraiment la bucket list, comme on dit. Et une fois qu'on est à bord, c'est cette espèce de vie fantasmée, un peu rêvée, et personne va vous contrarier par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est vraiment la sublimation de la vie rêvée. Voilà. Alors évidemment, c'est... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le raccourci qui peut être fait tout de suite, mais aussi dans les maisons que tu accompagnes, Bénédicte, c'est fait pour les ultra-riches, en fait. Hein. Voilà, et en fait, pas du tout. Alors, on développe aujourd'hui, puisque Orient Express appartient au groupe Accor, pour lequel je travaille, et on développe également un bateau, un voilier. On va y revenir. On y reviendra si tu veux tout à l'heure. 3 points de suspension, joli teasing. Stéphane, cette vie rêvée, indissociable de toutes ces évolutions technologiques, de l'intelligence artificielle et de ces outils digitaux, alors qui vont faciliter la vie quotidienne, c'est-à-dire la vraie vie en fait, et te mettre dans une posture de vie parallèle aussi, de vie rêvée. Et sur le débat de quelques élus qui en profiteraient, pas les autres. En fait, heureusement, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a maintenant une verticale hôpital américain que j'ai rajoutée sur le RSE et l'innovation qui va profiter aux hôpitaux africains. Et grâce au digital, on va pouvoir régler. Là, on a commencé avec le Sénégal. Ça résonne dans les yeux de Najat. On va continuer avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs.
Et c'est de pouvoir, effectivement, pouvoir opérer un peu directement, former, échanger. Donc les moyens qu'on donne grâce à donateurs va profiter à tout le monde. Donc souvent, ça a été dit par Najat très bien, c'est qu'en s'occupant des plus vulnérables, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'on va faire profiter tout le monde. Et ça peut marcher aussi de temps en temps dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en mettant des moyens sur des cohortes, certes privilégiées au début, eh bien on va pouvoir en faire profiter un plus grand nombre parce que cet argent-là va être utilisé grâce aux moyens digitaux, parce qu'on n'aurait pas pu le faire avant. On ne pouvait pas d'un seul coup ouvrir l'hôpital américain à tous les Africains. Donc le digital, c'est aussi une bonne nouvelle pour démocratiser, pour donner des moyens et de partager plus vite. Donc il faut aussi regarder ça. Sur l'autre aspect de la question, sur la gestion du temps, finalement, vous savez que je calculais on le fait ça avec Gameloft et avec Vivendi plus largement. Les jeunes, en tout cas, à moins de 30 ans, ils ont souvent 4-5 écrans et parfois en même temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'Orient Express, alors on peut se dire on profite du temps et du paysage, c'est vrai, pour une certaine génération. Pour d'autres, c'est vrai que quand on prend le TGV pour aller à Marseille, on fait tout en même temps. On peut regarder un film, faire de ses mails, écouter de la musique, jouer. Donc en fait... Là, c'est du transport, pour le coup. Ouais. Mais, Pur. Mais de temps en temps, aussi regarder à l'extérieur pour regarder le paysage. C'est une génération qui ne choisit pas et qui fait tout. Et finalement, c'est une manière de gérer le temps différemment. Pourquoi pas ? Il faut le respecter comme tel. Puis d'autres personnes, moi c'est vrai que je regarde à la fenêtre. Je ne sais pas si vous avez vu dans le TG, ils font une pub, regardez dehors presque. Parce qu'on peut faire un Paris-Marseille sans rien voir. Et être sur son écran, regarder. Donc c'est vrai que voilà, c'est encore une fois un choix qui est donné à tout le monde. Mais plus sérieusement, si les outils digitaux pouvaient favoriser l'égalité des chances, d'ailleurs, je suis en train de créer la Fondation Vivendi aussi, qui est l'égalité des chances d'accès à la culture. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire que pour les personnes qui, sociologiquement ou financièrement, n'ont pas accès à la culture, de pouvoir le donner en plus grand nombre. Ça, c'est l'étage 1. Et l'étage 2, pour ceux qui veulent en faire leur métier, comment les accompagner. Et là, je rejoins la cohorte. Parce que pour prouver que ça marche, il faut aller le prendre quelqu'un au début, l'emmener et voir ce que ça a fait à la fin. On va le faire, il faut que ça soit significatif, donc il faut au moins 50 ou 100 personnes. Et ça, c'est vrai que c'est le seul moyen d'approfondir individuellement ce que ça a apporté. Stéphane, par rapport à la santé, on voit, et on en parlait tout à l'heure, les déserts médicaux, ce décalage entre ceux qui peuvent se permettre d'eux et puis ceux qui n'y ont pas accès. Il y a aussi ce sujet qui vous tient à cœur les technologies vont nous aider à prévenir. Oui, la prévention. Alors vous savez qu'en France, on est sans doute les champions du monde sur le curatif en termes de moyens donnés. Et inconsciemment ou consciemment, du coup, les Français sont plutôt en bonnet d'âne sur la prévention. Parce que sans doute qu'on se dit, si on est malade, on va être soigné gratuitement. Et en fait, on prend moins soin de nous en amont. Il y a eu des études énormes là-dessus, bien évidemment, puisque finalement, tant mieux, mais c'est gratuit de se faire soigner. Donc pourquoi je ferais attention à moi en amont ? Alors évidemment, tout ça, c'est pas forcément conscient, c'est inconscient. Mais donc là, j'ai vu le ministre de la Santé il n'y a pas très longtemps en disant, mais sur la prévention, le problème, c'est que comme la France dépense déjà beaucoup en curatif, si on dit, bah, attendez, en même temps, vous nous demandez de faire plus en préventif. Oui, mais là aussi, c'est une bascule. C'est évidemment, le pari, c'est qu'en faisant plus de préventif, on a moins de curatif. Mais il y a une solution quand même qui est, là encore, dans le digital, et on l'essaye, nous, en association avec des startups, c'est de dire, on va donner les moyens de l'autonomie, de la responsabilisation auprès des personnes âgées, en disant, écoutez, vous allez vous occuper de vous, on vous donne tous les outils, y compris digitaux, vous allez vous autogérer quelque part. De chez vous, et on n'intervient que s'il y a besoin, et on vient chez vous, plutôt que vous veniez à l'hôpital. Et ça, c'est relativement généralisable, mais là, ça pose la question de l'éducation, etc., bien sûr, et de l'accès et de la capacité d'utiliser Internet. Mais c'est une voie quand même sérieusement... de toute façon, on ne va pas avoir le choix, hein. Je veux dire, là, je veux pas être trop pessimiste. Le temps utile des médecins, on le voit, diminue, et c'est vrai que si on peut s'aider avec une montre connectée ou être dans la prévention. L'espérance de vie va augmenter, on pourra pas, voilà, on n'aura pas la solution, puisque avec le scandale des EHPAD, avant de reconstruire une confiance, etc., on va pas mettre tout le monde à l'hôpital. Enfin, de toute façon, on est obligé. Une ardente obligation, mais des belles perspectives. Bénédicte, on parlait de cette beauté, de ce beau. Pourquoi on va vers ce beau ?
Je voudrais d'abord revenir sur le temps long, si tu me permets, bien sûr, parce que l'industrie du luxe est une industrie du temps long. Exact. Je visitais l'autre jour un atelier de chez Cartier et je parlais avec un artisan qui avait passé toute sa carrière chez Cartier et je lui disais alors combien de pièces de joaillerie vous avez créées pendant cette carrière, et il me répond 40 colliers. 40 ans de présence chez Cartier, 40 colliers. Donc il a fait un collier par an. Alors évidemment, quel collier ? Mais voilà, et en fait, c'est vraiment une industrie. C'était le Toussaint dans le film en question là. Pardon ? Il y avait le fameux Toussaint de chez Cartier. C'est absolument. Mais c'est une industrie du temps long à plein d'égards. D'abord parce que les artisans, il faut des années pour qu'ils atteignent un niveau d'expertise tel qu'ils peuvent créer des objets. C'est une industrie du temps long aussi parce que quand vous achetez un objet de luxe, généralement vous le gardez, vous le transmettez ou vous le revendez. Et donc voilà, il perdure en fait. Il perdure. Donc voilà, donc c'est une industrie du temps long à plein d'égards et c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne s'intéresse pas à la RSE. C'est aujourd'hui un des sujets cruciaux qu'on a sur la table. Ce beau, tu as senti aussi une bascule avec le Covid, que ce soit chez soi où on a envie de se recréer un cocon et peut-être pour se préserver, pour se démarquer, et puis aussi à l'extérieur avec des expériences. On en parlait des expériences tout à l'heure avec Yann. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'une maison comme Hermès, par exemple, pendant le Covid, a vu ses ventes de mugs et de couvertures exploser. Mais réellement, ça a été, ils ont fait x10 sur les ventes et la directrice me dit, je comprenais pas. Et puis jusqu'au jour où, en Chine, on lui a expliqué que, eh bien, il était de bon ton pour quand on faisait un zoom, eh bien d'avoir une jolie tasse. Voilà, et puis on boit ouvertement son thé, voilà, et puis c'est plus joli si c'est une tasse Hermès à 80 €, parce que c'est un prix d'appel, on va dire, chez Hermès. Tu es en train de me dire que c'est un moyen de s'affirmer avec un logo, je caricature. Oui, voilà, ça a toujours fait partie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on achète du luxe ? On achète du luxe pour se récompenser, on achète du luxe pour montrer qu'on fait partie d'un club. Voilà, une espèce de reconnaissance. Tu as le mug, j'ai le mug, tu as le sac, j'ai le sac. Voilà, on se reconnaît. Oui, on a un clin d'œil. Et on met un peu de beauté dans sa vie. Sinon, pourquoi acheter un sac de marque ? Un sac de marque, si c'est juste pour porter une chose, vaut mieux avoir un sac à 10 €. Hein. Voilà. Donc. Tu as mené une étude sur les aspirations des jeunes. Qu'est-ce que vous faites avec 10 €? Ça a changé. Oui, alors c'était assez frappant. Ça nous a beaucoup interpellés tous. C'est que on a demandé à des jeunes, si on vous donne 10 000 €, qu'est-ce que vous faites ? Et on avait fait la même étude. 10 000, oui, 10 000. Ouais, j'ai dit 10 ? Non, 10 000. Non, avec 10, on fait rien chez nous. On ne fait pas grand-chose. Oui, ça c'est clair. Même pas un bâton de rouge à lèvres. À moins d'être invité au solde privé, bien sûr. Bon, je ne suis pas sûre que tu aies grand-chose pour 10 quand même. Je suis d'accord. Mais voilà, on vous donne 10 000 €. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a 10 ans, ils achetaient une montre, ils achetaient une voiture. Enfin, voilà, en tout cas, ça participait à l'achat d'une voiture. Voilà, et en tout cas, ils achetaient un produit physique. Une possession. Une possession. Aujourd'hui, donc sortie de Covid, on vous donne 10 000 €. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais un voyage, tant mieux pour... voilà. Donc, je m'achète une expérience. Et la part de l'achat du produit a régressé, mais terriblement. Et on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les débats que l'on a, la possession, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, on n'a plus besoin de posséder sa voiture, on peut la voir. L'usage plutôt que la possession. Voilà. Donc, le Covid y a mis un temps d'arrêt, mais on voyait déjà ça avant le Covid. Et en sortie de Covid, c'est booming. C'est effectivement l'usage sur la possession. On n'a plus besoin de posséder les choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ta cible se rajeunit aussi ? Alors la cible, elle est devenue terrible. Moi, ça m'effraie, hein, parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen d'acquisition d'un premier produit luxe, c'est 15 ans. Je me dis, à 15 ans, moi, j'avais pas les moyens. 2, c'était même pas dans ma sphère. Dans ta vie rêvée. Oui, c'est même pas dans ma... Voilà, donc effectivement... C'est grave, docteur ? Moi, je trouve ça... Alors, je vais dire, je boxe contre mon camp, mais je trouve ça dommage qu'à 15 ans, on se préoccupe déjà d'acheter un produit de luxe, mais tous ces jeunes sont tellement abreuvés de produits finis sur les réseaux sociaux
avec la corde d'influenceurs qui, voilà, que effectivement, ils ont l'impression de s'affirmer, de faire partie d'un club en cherchant à acquérir un produit de luxe. Alors ça peut commencer par un bâton de rouge à lèvres ou un parfum, mais voilà, c'est effectivement, je suis un peu inquiète de l'abaissement de l'âge de l'acquisition du premier produit de luxe. J'imagine que ça fait réagir les maisons qui secrètement réfléchissent à des stratégies, non, Bénédicte? Par rapport à cibler cette... Ah bah oui, évidemment. Voilà, la cible. Alors, on n'en oublie pas quand même, elle n'en oublie pas quand même la génération Silver, parce que pour le moment, ça reste quand même la génération qui dépense le plus dans les produits de luxe, et singulièrement en Chine. Ça tombe bien ce que dit Bénédicte, hein. On veut vivre des expériences, Yann. Alors, on avait mis les 3 points de suspension à la fin de la phrase, on les met au début de la phrase. Raconte-nous les perspectives avec donc l'Orient Express Dolce Vita, alors sur rail et puis sur la mer. Dis-nous un peu, fais-nous rêver en fait. Hein. Un petit pitch mais rapide. Alors, oui, bien sûr. En fait, oui, on lance un train à fin d'année prochaine, ça s'appelait l'Orient Express La Dolce Vita. Tu recherchais un DRH d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs. Et voilà, il sera basé à Rome, et il fera des circuits de nuit autour de Rome. Alors, ce sont des voitures... Tu parles de DRH ou non? Non. Alors, basé à Rome, bien évidemment, il faut aller à bord. Voilà, donc ce sont des voitures des années 80 qui ont été complètement refaites par des designers italiens. Donc ce sera une jolie expérience pour découvrir un petit peu les sites un petit peu inconnus d'Italie, puisque ça va permettre, et c'est l'avantage du train, c'est d'aller dans les endroits où on ne prendrait pas forcément sa voiture pendant 2 heures pour aller voir une petite église au milieu de nulle part. Mais cette petite église, le train y passe, donc on y va, et c'est bien parce que justement, il n'y a pas de surtourisme. On parlait d'Instagram, et ça c'est terrible. Le surtourisme, je lisais tout le monde doit dans les lieux. Un article sur les falaises d'Étretat qui sont obligés de les fermer parce qu'il y a trop de touristes. Frioul à Marseille, par exemple. Voilà, Frioul à Marseille. Le deuxième gros projet, et ça c'est un projet que Sébastien Bazin, notre président d'Accor, tient vraiment à cœur, c'est des vieilles voitures des années 20 qu'on a récupérées à la frontière polonaise, qu'on a complètement refaire avec notre designer Maxime Danjac. Donc, comme je le disais, uniquement avec des artisans français, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, même tout l'assembleur est même brestois, puisque je suis. Tu dois peut-être faire, avec un nom pareil. Voilà, tu dois peut-être faire appel d'ailleurs à des maisons du comité Colbert. Hein. Oui, disons que voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tout un ensemble d'artisans qui ont été réunis. Ce sont vraiment les artisans. Vraiment, c'est des two-man's band, comme on dit. C'est vraiment. Mais voilà. Mais bon, c'est vrai que ça reste vraiment dans la lignée de ce que vous décriviez tout à l'heure. Et puis surtout, le gros projet, pas surtout, et aussi le gros projet, c'est de lancer en fait le plus grand voilier du monde. Et ce grand voilier, on parlait des RSE, c'est vraiment la DNA très très importante sur la création, puisque en fait, c'est un voilier, donc il marche jusqu'à 12 nœuds en fait à la voile. C'est uniquement du gaz naturel. Et il est même prêt pour accueillir l'hydrogène. On en parlait tout à l'heure au niveau des voitures électriques. Et donc, il va être prêt pour accueillir l'hydrogène. Et ça, c'est très important. Et ce voilier des marins, il est fabriqué en ce moment au chantier de l'Atlantique. Donc, voilà. Et en 2026, printemps 2026, devrait prendre la direction à partir de Saint-Nazaire pour arriver à Marseille, où il sera basé. Puisque le port officiel, le port d'attache sera Marseille, et puis on partira sur la Méditerranée. Alors c'est un grand voilier de 220 mètres de long, mais uniquement 53 cabines. J'aurais dû dire 53 suites. Alors on est dans le luxe, avec tout ce qu'on a évoqué par rapport à la vulnérabilité et tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu discordant, bien évidemment, mais il en faut pour tous les goûts. Et c'est vrai qu'il y aura même une suite de 1500 mètres carrés. Donc voilà, c'est un petit peu dans les superlatifs. Mais on fera un jeu vidéo pour les autres. Ouais. Voilà, on fera un jeu vidéo pour les autres. On verra, mais c'est vrai qu'on se projeter virtuellement. Voilà. On mettra sur le métaverse et tout le monde pourra en profiter quelque part à un moment donné. Voilà. La vie rêvée, c'est ces expériences, c'est la vie rêvée des maisons dont parlait Bénédicte. C'est l'art de vivre aussi, et j'allais dire, beaucoup de pays rêvent et nous envient cet art de vivre. Ah oui, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives au niveau des croisiéristes. Et là, ce sera véritablement le savoir-faire français qui sera mis en exergue à travers effectivement ce bateau, avec tous ces artisans qui seront autour de ça. Je pense que oui. Et l'Orient Express, alors c'est vrai que George Nagelmaker, l'ingénieur qui, à l'origine de l'Orient Express, était belge, mais c'est vrai qu'il partait de Paris en direction d'Istanbul. Donc c'est vrai que la France a ce savoir-faire
dans tous les domaines, même au niveau du service. On parlait de la gastronomie tout à l'heure, et on va essayer de refléter tout ça avec ce leitmotiv qui est définitivement voilà, le kilomètre zéro au niveau du sourcing, au niveau des matériaux utilisés, au niveau des moyens de propulsion. Au niveau des trains, notre engagement, c'est minimum 95% électrique. Il y a même des locomotives maintenant qui sont hybrides, en fait, qui peuvent passer à l'hydrogène aussi. Donc, voilà. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait dans ce domaine, bien sûr, de la RSE au niveau des nouveaux moyens de transport. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tout le tourisme de luxe, c'est inacceptable aujourd'hui de pouvoir imaginer que ces considérations n'ont pas été prises lorsque on dit qu'on lance les trains de luxe du 21e siècle avec les nouveaux standards. Ben voilà, on est obligé de s'y atteler, et ça avec grand plaisir, je pense. Bénédicte, on parle de cet art de vivre à la française, de ce qui te motive à animer toutes ces maisons. C'est le savoir-faire, c'est le geste aussi, j'ai envie de dire, on achète l'histoire avec le produit. C'est ça aussi. Les savoir-faire, c'est au cœur de notre ADN. Et quand je parlais de Colbert tout à l'heure, donc, qui a créé les manufactures royales, quand on regarde aujourd'hui la carte de France de l'implantation de ces maisons, d'abord, c'est assez impressionnant parce qu'il y a assez peu de trous dans la raquette. Elles sont implantées partout et sur des savoir-faire qui ont été gardés localement, sur lesquels il n'y a pas eu de délocalisation. Et donc, c'est assez impressionnant. Dans des déserts comme... Enfin, pardon, ouais. Je suis un peu de l'Ardèche, donc je peux en parler aisément, mais vers Charleville-Mézières, il y a des ateliers qui ont été ouverts. Autour de la région lyonnaise, il y a des ateliers de joaillerie en pagaille, beaucoup de projets, de la maroquinerie, sur toute la région Charente-Maritime, en descendant, Angoulême, tout là, il y a aussi beaucoup d'ouvertures. J'étais il y a 15 jours à l'ouverture. Alors, ça, je le dis parce que c'est assez contre-intuitif et les gens ne le savent souvent pas. J'étais à l'inauguration d'une ganterie ouverte par Hermès à Saint-Junien, donc c'est près d'Angoulême. 250 emplois sur le site d'une ganterie qui avait été elle-même ouverte en 1910 et qui avait fini par faire faillite, que Hermès a racheté. Et le DRH de cette usine me racontait que 98% des emplois, donc des artisans de cet atelier à Saint-Junien, sont des adultes en reconversion. Et d'une manière générale, chez Hermès, 98%, donc c'est le même chiffre, des artisans sont des adultes en reconversion. Donc j'ai rencontré des anciennes nounous, des anciens ouvriers en bâtiment, un chauffeur de taxi. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Donc ils ont à l'entrée un test d'aptitude, évidemment, vaut mieux pas avoir de main gauche. Et puis ensuite, ils rentrent dans un tunnel de formation assuré par Hermès qui délivre des CAP en sortie. C'est génial parce que tu es en train de nous dire que cette vie rêvée est une vie pour des gens qui étaient éloignés de l'emploi, dans des bassins où il n'y avait plus d'industrie, où il n'y avait plus rien, et tu fais de cette vie rêvée, imaginée, fantasmée une réalité. Hein. Alors, soit ils étaient éloignés de l'emploi, effectivement, il y a des chômeurs en fin de droit, mais il y a aussi des gens qui étaient malheureux dans leur job. Je pense à cette dame qui était caissière à l'Intermarché, pour ne pas le citer, à quelques kilomètres, et qui aujourd'hui, toutes les pots passent entre ses mains, à l'entrée de l'usine. Vous imaginez la fierté de cette femme qui était caissière. Alors, elle me racontait qu'en plus, elle travaillait le week-end, donc elle ne voyait pas ses enfants. Et aujourd'hui, elle fait 9h, 16h, et elle surveille les pots à l'entrée chez Hermès. Franchement, c'est une... je ne sais pas si on peut parler d'ascenseur social, mais en tout cas, j'ai très bien vu qu'elle se réalisait aujourd'hui comme jamais. Ouais, façon de s'accomplir. Je reviens vers vous, Stéphane, président de WeTakeCare. On parlait tout à l'heure avec Najat de ceux qui sont exclus. Évidemment, tout ce qui vous anime tourne autour de la créativité en lien avec les nouvelles technologies, le digital. Là encore, vie rêvée versus l'enfer, quoi. Oui, alors, ça, c'est des ménations. Quand j'ai été patron d'SFR et on avait créé avec Emmaüs un partenariat et on s'est aperçu que l'exclusion venait pas seulement de l'habitat, mais également de fait de ne pas savoir servir d'Internet. Et Nadja a insisté là-dessus à juste titre, c'est que les personnes âgées, vous avez vu que toutes les démarches administratives, c'est génial pour nous qui savons le faire, mais pour ceux qui n'ont plus l'endroit pour aller le faire faire,
et qu'elles doivent le faire elles-mêmes. Si elles n'ont pas de petits-fils ou d'enfants qui viennent l'aider, c'est l'horreur totale. J'ouvre une Donc, parenthèse, Stéphane, pardon, parce que si vous avez vu dans les gares, puisque tout passe par Internet maintenant, vous avez un nombre de personnes âgées ou de personnes qui n'ont pas les codes, qui font la queue, et il y a 3 guichets. Bien sûr. Et donc là, le propos de cette association, c'est 2 choses. C'est le bon clic, c'est d'aider les personnes âgées et celles qui ne maîtrisent pas Internet à comprendre, mais de manière très didactique, très apprenante. Et puis l'autre, c'est pour les personnes éloignées de l'emploi qui ne veulent pas, pour des raisons parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont timides, parce qu'elles se sentent exclues, aller à la rencontre de quelqu'un de Pôle emploi, enfin de France Travail maintenant, mais qui est prêt, par contre, par le digital, pour le coup, à rentrer dans les codes qui lui permettront de préparer l'entretien. Donc c'est 2 produits complètement différents. L'un pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, et l'autre pour ceux qui ne veulent utiliser que ce moyen-là. C'est bien la preuve que ça peut être l'horreur, le rêve, ou l'horreur selon le point de vue et selon vos habilités, en fait. Stéphane, en préparant cet entretien, et je peux vous dire que toutes celles qui sont passées sur scène ont préparé, je les remercie encore du temps qu'elles m'ont consacré. On parlait du spectacle vivant, on est ici à Avignon, le festival vient d'ouvrir ses portes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en lien avec, vas-y que je te rajoute de la vidéo dans du spectacle vivant, on se demande si ça a vraiment un intérêt. On parlait de l'Orient Express avec toi, cher Yann. Je ne sais pas si vous avez vu la version de Kenneth Branagh, tout est sur fond vert, c'est absolument insupportable versus des décors naturels, comme on l'a vu avec D'Artagnan par exemple. Les technologies, la vie rêvée, le virtuel, le fond vert, façon Evelyne Delia. Enfin... Pendant le Covid, on a fait des festivals virtuels. Donc là aussi, tout le monde ne peut pas aller. Là, il y a Del Rey qui arrive, je ne sais plus son prénom. Del Rey qui arrive le 10 juillet à l'Olympia. Il y a eu 200 000 demandes et l'Olympia, ça fait 2000 personnes. C'est chez nous, l'Olympia. Heureusement qu'on peut avoir des solutions pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et alors, on a même des produits maintenant un peu plus sophistiqués où vous pouvez avoir une place virtuelle de meilleure importance en payant un peu plus cher avec des angles différents où vous voyez aussi dans les coulisses ce qui se passe, etc. Donc il y a un public pour tout. Et alors maintenant, le Nec Plus Ultra en Angleterre, c'est de se réunir entre copains chez quelqu'un sans aller au festival parce que c'est trop cher, mais par contre de se faire livrer des goodies qui sont liés au groupe qu'on va regarder. Donc vous voyez, le mélange entre réalité virtuelle, il peut se jouer dans toutes les combinaisons, mais évidemment, chacun, moi je préfère aller à l'Olympia, mais tout le monde ne peut pas forcément y aller. Ça veut dire que si ça a du sens, c'est bien de rajouter du numérique, sinon... Ah oui, s'il n'y a pas de plus-value, ça ne sert à rien. Oui, et je veux raconter une anecdote. Je suis allée il y a assez peu de temps, ceux qui sont parisiens auront peut-être vu cette exposition, une magnifique exposition à la Cité de l'Architecture sur les bijoux du Machu Picchu. L'exposition était magique. Toi qui connais bien le Pérou. Hein. Voilà. Je suis jamais allée au Machu Picchu, c'est un rêve. Je pense que j'y irai jamais parce que j'essaye de réduire mon empreinte carbone. Non mais il faut en parler. Il faut y aller. Yann. Mais en tous les cas, l'exposition était magnifique et à la fin, on pouvait s'installer dans un fauteuil, chausser des lunettes et partir au Machu Picchu. Et j'ai trouvé ça formidable. Et pour les musées, l'apport de la technologie dans la visite muséale est extraordinaire. Je veux dire, j'ai presque eu l'impression d'avoir été au Machu Picchu et voilà. Oui, c'est un peu comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire je vis une expérience à 360 degrés, les coulisses et tout ce qui va autour. Encore mieux que si tu Et étais même allé. pour les maisons de luxe, l'idée de faire revivre, de ressusciter les morts, de faire revivre l'histoire de ces maisons qui ont 200, 300 ans via le métavers, ça va être formidable. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi avec les docu-fictions, hein, où quelque part des acteurs incarnent des personnes. Bénédicte, pendant que je te tiens, tu parlais tout à l'heure des excès qu'il pouvait y avoir, les influenceurs. La vie rêvée avec une dérive peut-être vers le bling-bling. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça avec, Alors là, moi j'ai envie de te dire, en fait, ce qui concerne les acheteurs du luxe, ça m'intéresse quasiment pas, en fait, parce que voilà, il y a des gens qui achètent du luxe, qui aiment des logos, d'autres les aiment moins. Toutes les tendances sont dans la nature. On voit bien d'ailleurs que l'Europe, qui est quand même un vieux pays de consommation du luxe, et les États-Unis, qui est aussi un vieux pays de consommation du luxe, est plutôt sur un luxe
minimaliste, là où les nouveaux pays consommateurs, je pense à la Chine, je pense à la Corée, je pense à l'Arabie Saoudite ou les Émirats, là on est plutôt sur un luxe, mais c'est vraiment la courbe d'apprentissage qui amène à... Il n'y a pas encore la maturité. Il n'y a pas encore la maturité, et quand on n'est pas mûr, eh bien on a envie que ça se voit. Voilà. Mais j'ai presque envie de te dire, moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est les gens qui font. Yann, peut-être réaction. Ça me donne juste une réflexion, effectivement, par rapport à ça. On verra des gens qui mettront facilement 200 000 euros dans une Porsche, mais on leur dit, voilà, j'ai une paire de chaussettes en fil d'Écosse à 30 euros. Dire quoi, 30 euros pour une paire de chaussettes en fil d'Écosse? Voilà, donc c'est effectivement le rapport effectivement, au luxe et à la marque qui demande effectivement... Alors, ceux qui t'aiment prendront le train, évidemment, ou le bateau, cher Yann, pour reprendre la formule consacrée. C'est un luxe ou une vie rêvée décontractée que tu promeus pour terminer. Qu'est-ce que tu... Oui, on a vu l'évolution. Pour ceux qui connaissent le groupe Belmont, c'est vrai que c'est son propriété d'une... Ex-Orient Express. Ex-Orient Express, qui est passé Belmont, et on s'est fait racheter en 2019 par LVMH, effectivement. Si on prend les palaces, par exemple, il y a encore 30 ans, personne n'osait franchir la porte d'un palace juste pour aller boire un café ou un thé ou boire un verre. Aujourd'hui, les palaces, justement, ont essayé alors démocratiser sera un grand mot, mais au moins d'arrêter d'être intimidant. Et je pense que le luxe aujourd'hui, notamment dans l'hospitalité en général, c'est d'essayer de ne pas être intimidant, mais au contraire d'être accueillant, non seulement parce qu'on a une clientèle beaucoup plus jeune, qui justement refuse un petit peu ces codes, voilà, il faut être habillé comme ça. Et c'est d'ailleurs tout le dilemme que l'on a à bord des trains en général. Comment définir un dress code? Voilà, sachant qu'on dit un Américain ou un Belge mettra plus facilement un smoking qu'un Français aura un petit peu de mal. Est-ce qu'on peut être élégant sans cravate? Voilà, donc c'est très difficile de définir tous ces codes, mais... Voilà, donc je pense qu'on essaye tous justement d'avoir cette espèce d'approche non intimidante, et c'est pas venez comme vous êtes, mais voilà, chacun doit y trouver un petit peu sa part. Je pense que c'est le contact humain, et il y a une chose qui s'est développée, alors je parle sous le contrôle des DRH, c'est tout ce qu'on appelle emotional intelligence. Et en fait, il y a des vrais trainings par rapport à ça. L'anglo-saxon adorera qu'on lui raconte plein d'histoires. Le français est un peu plus réservé et il faudra le laisser un petit peu plus tranquille. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'adapter aux différentes cultures des différentes clientèles. Ouais. Stéphane, la vie rêvée, si on devait faire une synthèse et faire rêver les femmes et les hommes. Bon, moi, je change. J'aime beaucoup la citation de Jacques Brel qui dit que le malheur, c'est l'exacte différence entre le rêve et la réalité. Voilà, donc... oui, voilà. À méditer. Toi, je sais que tu as une citation de Jean-Louis Dumas. Moi, j'ai une citation de Jean-Louis Dumas, qui fut le regretté président d'Hermès jusque dans les années 90. Et il disait « Le luxe, c'est l'envie qui l'emporte sur la raison ». Et en fait, c'est quand même bien ça qui drive ce secteur. Voilà, parce que dans le fait, on n'a besoin de rien. Voilà. Mais il y a un moment où c'est... Le petit sac en plus, le rouge à lèvres qu'on a déjà, mais celui-là, il est... Voilà. Vous nous avez donné envie d'avoir envie, comme dirait l'autre. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci Bénédicte, Stéphane et Yann.